Ok, merci. Donc je complète cette présentation par deux choses. Je suis ex-co-responsable de l'Urfist de Rennes, puisque depuis le 1er septembre, je suis un jeune retraité. Alors je suis retraité de l'Urfist de Rennes. En fait, je suis ici parce que le séminaire était prévu initialement au mois d'avril, puis bon, avec je ne sais plus à l'époque, c'était les grèves SNCF, c'est ça, qui avait reporté. Et donc j'ai gardé ma casquette urfistienne pour venir ici, et par ailleurs j'ai une autre casquette qui fait que je suis toujours en activité en fait, et que je me dis chaque jour vivement la retraite. C'est que je suis également référent à l'intégrité scientifique de l'Université Rennes 2. Donc je suis toujours rattaché à Rennes 2 pour une mission, ça c'est une mission de 3 ans. Et j'ai commencé ça depuis le 1er janvier 2018. J'en parlerai, je parlerai un peu d'intégrité scientifique dans mon exposé d'ailleurs. Mais en deux mots, bon, les référents, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous connaissez un petit peu ce dispositif, il y en a un par université ou par établissement, et ce sont des personnes chargées de promouvoir l'intégrité scientifique, des bonnes pratiques, etc., mais aussi d'instruire les dossiers. On a un rôle un peu de, comment dire, bon, pas de juge d'instruction, il ne faut rien exagérer, mais disons qu'on plonge quand même les mains dans le cambouis. Et on peut être chargé d'instruire des dossiers de fraude, de méconduite scientifique et autres choses comme ça. Donc on est au cœur des pratiques. Ce qui est passionnant d'ailleurs, parce que ça permet de voir très concrètement les pratiques scientifiques des uns et des autres, toutes disciplines confondues. Et évidemment, il y a un lien, bon, comme Hans l'a déjà, tu l'avais rappelé aussi ce matin dans ton exposé, il y a un lien très fort, et je reviendrai, entre l'intégrité scientifique et la question de l'ouverture des données de recherche. Les deux sont vraiment liés. Alors, en fait, moi, je suis... ouais, c'est bon. Voilà, moi, je suis venu pour vous parler d'abord d'une enquête qu'on a menée à Rennes 2 l'an dernier, enfin... non, il y a 2 ans déjà. Le temps passe tellement vite. Dont les résultats sont sortis l'an dernier, puis qu'on a valorisé l'an dernier, enquête sur les pratiques de recherche en matière de données de recherche en SHS. Et enquête, on va voir, fortement basée d'ailleurs sur celle de Lille, de Joachim, que nous n'avons pas plagié, mais on a quand même très bien cité. Et donc... le fil rouge de ma communication, en fait, c'est ça, ce serait un peu de l'importance de la connaissance des pratiques informationnelles et scientifiques des chercheurs pour l'élaboration de toute politique efficiente en matière de données. Je n'ai pas retenu le titre parce que ce serait trop long, mais l'idée c'est ça, c'est comment on peut utiliser la connaissance des pratiques pour bâtir une politique de recherche, une politique de données de recherche. Ce serait un peu le fil rouge. Alors, l'enquête de Rennes 2, bon, je vais revenir très très vite, et puis ensuite je partirai de la complexité. Enfin, mon propos, c'est notamment de consacrer pas mal de temps à la complexité des données de recherche qu'on a évoquées ce matin, parce que pour moi, c'est vraiment au cœur du sujet, hein, de tout ça. Et puis, je donnerai quelques indications aussi sur les résultats de l'enquête, qui est... sur la diversité, le partage des données. Je mettrai l'accent sur le partage des données surtout. Alors l'enquête elle-même, bon, 2 mots sur cette enquête d'abord, par qui, sur qui, pourquoi, etc. Bon, c'était une enquête menée par 4 acteurs, si on veut. Enfin, non, oui, non, 3, pardon, 3. L'Urfist de Rennes qui en était à l'initiative, le SCD de Rennes 2, le BU de Rennes 2, et la MSHB. Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Donc on était 3 partenaires, fortement soutenus par l'Université Rennes 2, par le VP Recherche, par la Commission Recherche. Donc ça a été une enquête portée également par l'université, ça c'est important, un soutien politique. Et la cible, c'était uniquement les enseignants-chercheurs. Et aussi un peu les ingénieurs, mais on a éliminé d'emblée les doctorants pour diverses raisons. Contrairement à ce qui nous séparait, à ce qui nous distingue de l'enquête de Joachim, qui visait aussi les doctorants, nous on a visé que les enseignants-chercheurs. Rennes 2 est une université de SHS,
comme Montpellier 3. Hein. Et donc l'objectif, c'était faire un état des lieux des pratiques, parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête encore sur ce thème-là chez nous. Donc voir un peu qui faisait quoi, comment ça se passait dans les labos, chez les gens, etc. Il y avait l'idée d'élaborer une offre de services tripartite, à la fois de l'URFIS, de la MSHB, du SCD, parce qu'on est 3 organismes de services différents et qui offront chacun des services différents, et donc ça nous intéressait tous les 3. Et puis il y avait une idée de second plan aussi d'alimenter la recherche sur les pratiques informationnelles, d'alimenter la réflexion. C'est tout un sujet de recherche à part entière, hein, je crois, la connaissance des pratiques. Je crois que vous êtes plusieurs à travailler dessus. Il se trouve que je participe également au GIS du réseau des urfistes qui travaille aussi sur ces questions-là. Et donc ça nous intéressait évidemment de voir l'impact l'intérêt de cette enquête. Au niveau rapidement au plan de la méthodologie, comment on a fait ça a été une double enquête, donc une enquête quantitative avec classique, avec un questionnaire en ligne sur Lime Survey, questionnaire qui a demandé beaucoup de temps d'élaboration, presque 6 à 7 mois, avec beaucoup d'allers-retours avec les enseignants, on a peaufiné des questions, etc. Ça a été très utile. Et on a élaboré le questionnaire, alors donc je l'ai dit, à partir de l'enquête de Lille, mais aussi à partir de 2 autres enquêtes. Donc 32 questions, vous voyez un petit peu les axes, donc les infos personnelles, la typologie, quelles sont les données utilisées, collectées, etc. Les pratiques de stockage, d'archivage, les pratiques de partage et les besoins, les besoins divers et variés des enseignants. Et puis, on a complété ça par une enquête qualitative, très très intéressante. Moi, je dirais que ça a été la partie la plus passionnante de cette affaire. C'est-à-dire, on a mené donc 21 entretiens, à peu près une demi-heure chacun, ce qui représente déjà une bonne masse de corpus à transcrire. On a passé beaucoup de temps à transcrire tout ça, grâce à Sonal, d'ailleurs. Je me permets de faire la publicité pour cet outil, si vous ne le connaissez pas. Et donc, on a Sonal, donc S-O-N-A-L, c'est un outil de transcription, d'aide à la transcription. Il n'est pas automatique, hein, il ne fait rien, il fait pas de transcription tout seul. Et donc, matériaux très riches avec donc, un panel d'enseignants-chercheurs à la fois volontaires qui avaient répondu à notre appel, et puis aussi des directeurs de laboratoire, des VP, etc. Donc 2 types de publics. Donc tout ça a donné lieu à un rapport, complété par toute une série d'annexes. Tout ça est sur HAL, évidemment. Je vous donnerai l'adresse à la fin. Donc là, j'ai apporté la version papier du rapport. En tout, ça fait 500 pages. Enfin là, le rapport lui-même, il fait une centaine de pages, mais la totalité avec toutes les annexes, qui est à peu près pas loin de 500 pages. Donc un matériau quand même très riche. Alors, qu'est-ce qu'on a très vite aussi sur l'enquête statistique, le taux de réponse, c'est juste pour vous donner un retour sur les chiffres. Donc vous voyez, 496 invitations, 143 participants, 28% de taux de participation, ce qui est pas mal, paraît-il, par rapport au taux de participation habituel des statistiques. Donc ça fait quand même une bonne représentativité des enseignants-chercheurs de Rennes 2. Donc sur à peu près 500, il y a à peu près 500 enseignants-chercheurs à Rennes 2, 496. Alors, et puis oui, les effectifs de répondants, donc vous voyez donc un taux de réponse un peu plus, alors évidemment plus important pour les maîtres de conférences parce qu'ils sont les plus nombreux, mais quand même un plus gros taux de réponse des professeurs et des HDR par rapport au nombre total de HDR et de professeurs. Donc en fait, il y a eu 31% de professeurs qui correspondent, alors qu'il y a les professeurs à Rennes 2 sont 24%, représentent 24% de l'effectif global, donc et 31% ont répondu dans notre enquête. Alors, complexité des données de recherche,
Puis je reviendrai sur les résultats après. Complexité, pourquoi? Parce que c'est pas un passage obligé, c'est pas simplement pour faire chic et dire oui, c'est complexe. C'est parce que, d'une part, c'est un petit peu ça a été l'aboutissement, une des conclusions de l'enquête, de montrer la complexité des données, la complexité des pratiques, la complexité des questions. Ça a été vraiment une des conclusions fortes de cette enquête. Et donc, pour moi, c'est aussi un point de départ. C'est-à-dire que je me dis, il faut partir de cette complexité, la prendre à bras-le-corps. Sinon, on est dans des discours extrêmement vagues et d'injonctions, effectivement, bon, et qui sont un peu inefficaces. Et donc il faut partir de cette complexité en voyant qu'elle revêt différentes facettes. Alors j'en ai relevé 4 au moins, donc une complexité théorique générale qui est liée à la notion même de données, sur laquelle je vais revenir rapidement. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une donnée? Même pas une donnée de recherche, une donnée qui est quelque chose, un terme aujourd'hui courant, mais sur lequel on passe un petit peu vite. Alors ça, c'est plus une thématique qui intéresse les chercheurs en sciences de l'infocom, mais ça intéresse aussi tout le monde. Il y a ensuite une complexité épistémologique du statut de la donnée en SHS, enfin en général, mais particulièrement en SHS, avec cette idée de la donnée, la nécessaire construction des données, la donnée qui est un construit évidemment, et qui a des conséquences très fortes sur le partage. Il faut vraiment partir de là, de cette idée que la donnée de recherche est vraiment un construit, quelque chose de totalement construit, et non pas quelque chose qui tombe du ciel. Il y a une troisième complexité, c'est la complexité sémantique, définitionnelle, sur laquelle on a buté très très vite. On s'est rendu compte que les chercheurs avaient beaucoup de mal à nommer, à définir les données de recherche, et que les catégories qu'on utilisait, ça parlait pas toujours. Il y a vraiment un écart là entre le point de vue des spécialistes IST que nous sommes ici, et puis les chercheurs, toutes disciplines. Et puis, elle a une complexité du partage. Alors, bref, retour aux fondamentaux. Donc, qu'est-ce qu'une donnée? Quelle différence avec l'information? Bon, très très vite. Dans données de recherche, il y a données, comme ça ne vous a pas échappé. Alors, c'est quoi une donnée? Comment définir une donnée? Revenir un petit peu aux bases. Il y a une première réponse, je ne sais pas si vous connaissez Serge Abitboul, l'informaticien célèbre, et il a défini la donnée comme une description élémentaire d'une réalité. Et alors il explique que je sais plus, dans un article, il dit « Des mesures de température relevées chaque jour dans une station météo, ce sont des données. Une courbe donnant l'évolution dans le temps de la température moyenne dans un lieu, c'est de l'information. C'est une information. Le fait que la température sur Terre augmente en fonction de l'activité humaine, c'est une connaissance. Donc il fait une sorte de trilogie, d'étagement, comme ça, entre la donnée, l'information, la connaissance. Alors, j'ai trouvé une autre définition intéressante d'un certain Bruno Teboul, que je ne connaissais pas, qui dit « La donnée, ce serait la traduction la plus immédiate, la plus brute d'un fait. Elle n'est pas le fait, elle est l'unité minimale d'observation qui permet de le caractériser. » Donc la donnée, c'est ce qui va caractériser un fait. Et donc on peut dire, dans un premier temps, on peut dire qu'une donnée, c'est n'importe quel élément, n'importe quel enregistrement, qui soit prélevé ou construit, qui va décrire ou exprimer une fraction de réalité. En soi, la donnée, elle n'a aucune signification, elle va prendre son sens qu'avec le croisement, l'articulation avec d'autres données, ce qui va donner lieu à une information. Et donc, Sylvie Leleu-Merviel, dans un article dont je vous donnerai la référence, qui est un très très bon article, je trouve, sur la question, elle dit « Les données à partir desquelles s'élabore l'information intermédiaire s'avèrent donc la matière première du processus de signifiance. » Voilà, oui, je crois que j'ai mis une définition ici. Donc on aurait une articulation à 3 niveaux, en quelque sorte, entre donc données, information, connaissance, et puis allant dans les deux sens, donc quelque chose qui nous parle, qui paraît assez courant, et en même temps qui pose quand même de redoutables problèmes théoriques sur l'articulation, comment se fait le passage de l'un à l'autre. Ça, on est toujours dans qu'est-ce qui fait à partir de quand une donnée devient-elle une information? Je renvoie là-dessus, il y a un philosophe italien, Luciano Floridi, qui a fait une remarquable réflexion théorique sur ces questions-là. Je ne vais pas
dans Semantic Conceptions of Information, c'est dans l'encyclopédie de philosophie de Stanford. Bon, mais j'y reviens pas, ça nous éloignerait un peu de trop. Simplement, j'insiste là-dessus sur ce qui peut paraître une évidence, mais sur le caractère trompeur du terme données dans lequel il y a don, et dans lequel on est toujours persuadé que la donnée, c'est quelque chose qui est là de toute évidence, qui nous est donné. Et ce qui est totalement fallacieux, ce qui est totalement trompeur. La donnée n'est jamais donnée, pour redire cette évidence-là. Les données, il est clair que les données ne s'imposent pas d'elles-mêmes, elles sont saisies à partir d'un acte de lecture de la part d'un sujet agissant. On dira ainsi qu'on n'a jamais affaire à des données brutes, comme écrivait Gregory Bateson, pour citer, je cite encore Sylvie Lelumerviel. Et donc, voilà la phrase, donc les données sont toujours sélectionnées, transformées, car on ne peut accéder à la totalité des données passées, présentes et à venir. Les données procèdent d'une différence ou d'un manque d'uniformité dans un contexte et surgissent du fait d'un certain cadrage. La donnée est toujours prélevée, toujours l'objet d'une construction. Je veux dire, il faut vraiment partir de ce point de vue-là, qui est un point de vue très constructiviste, mais qui est essentiel, y compris en sciences dures, où il n'y a pas de données comme ça. L'idée de la donnée du pétrole gris, qu'il suffit d'aller piocher, enfin d'aller collecter comme ça, comme si elle existait en soi, pour moi, c'est une idée un peu trompeuse. Et c'est comme l'information. Bon, l'information en soi, elle n'existe pas. Enfin, ça, tous les chercheurs le savent. Je termine là-dessus sur une citation de Bruno Latour, qui a fait un remarquable bouquin sur ces questions-là, qui s'appelle L'espoir de Pandore, où il fait notamment dans le chapitre sur la pédologie, la science des sols en Amazonie, que je vous conseille vraiment, c'est remarquable, où il montre toutes les transformations, toutes les traductions entre les données prélevées, captées, etc., et jusqu'à la publication. Et où il montre un continuum de la donnée à la publication. Et il dit ceci, pour que les données de la botanique et celles de la pédologie puissent se superposer plus tard sur un même diagramme, encore faut-il que leurs deux référentiels soient compatibles. C'est-à-dire que même le prélèvement des données les plus... On pourrait dire, là, on est vraiment dans le dur quand même, hein, le prélèvement des sols, enfin des petites miettes de sol de la forêt amazonienne, on dit, voilà, on est vraiment dans l'objectif, etc. Ben oui, mais ce prélèvement est mis dans des boîtiers, dans des dispositifs, avec des référentiels où il y a déjà un travail, déjà une construction, etc. Et il faut que ces diagrammes soient compatibles, que ces référentiels soient compatibles. Et il ajoute, décidément, on ne devrait jamais parler de données, mais toujours d'obtenus. Bon, ce que je dis là, c'est peut-être, ça peut paraître rappeler des fondamentaux ou enfoncer les portes ouvertes, je ne sais pas, mais je tiens beaucoup à ça parce qu'on est quand même frappé de voir les visions un peu naïves, je trouve, au plan épistémologique des données et des données de recherche, qui seraient comme ça dans la nature, il suffirait d'aller chercher, etc. Donc la donnée, elle est toujours obtenue. Alors cette dimension-là, ça va jouer à plein dans les sciences humaines et sociales. Où là, on peut dire, bon, dans les sciences dures, les données sont toujours des obtenues, mais elles sont un facteur une caractéristique d'objectivité, parce qu'après tout, bon, une température, ça quand même, voilà, c'est une dimension objective neutre en quelque sorte, ou un capteur automatique. En revanche, en SHS, les données de recherche, même dans leur forme brute, sont toujours le produit d'une démarche, d'une problématique de recherche, d'un choix, et elles sont littéralement produites par le chercheur dès très très en amont de la recherche. Le chercheur en SHS construit son corpus de toutes pièces. Hein. Bon, que ce soit un corpus de texte, un corpus de sites web, un corpus de photos, ce que vous voulez. Donc la donnée source, comme on dit dans notre jargon, elle est toujours construite. Et donc cette dimension de construction, de constructivisme des données a deux conséquences immédiates. D'une part, la conséquence juridique extrêmement importante, enfin l'objection juridique qui nous a été faite par beaucoup de chercheurs, bon, sur laquelle donc Agnès Robin reviendra beaucoup mieux que moi, je pense, tout à l'heure, sur la dimension juridique, à savoir l'interrogation sur le droit d'auteur sur ces données. À partir du moment où c'est construit, il y a un droit d'auteur qui s'applique à ces données. Et on sait que la propriété intellectuelle peut tout à fait s'appliquer aux données à condition qu'elles remplissent ces deux conditions, hein, donc
les éléments ou données, texte, interview, musique ou son, images, discours, représentation graphique, etc., qui existent sous une forme concrète, donc leur existence est perceptible par les sens, et dont la forme est originale, constituent une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur. Donc une donnée de recherche qui est perceptible par les sens, qui a une représentation concrète et une forme originale, répond aux deux conditions du droit d'auteur et sont protégées à ce titre par le droit d'auteur. Et donc là, il y a un lien évident, direct, entre le caractère construit de la donnée de recherche et sa protection intellectuelle, qui va donner lieu ensuite à des objections juridiques extrêmement fortes de la part de plein de chercheurs qui disent mais ces données, elles sont à moi. Alors elles sont à moi, là, on verra peut-être, enfin, on viendra là-dessus sur cette question de propriété, mais en tout cas, il y a une objection juridique extrêmement forte dans les réticences des chercheurs, disant mais non, j'ai une propriété intellectuelle sur ces données, il n'y a pas de raison qu'elles soient comme ça balancées en public. Et puis il y a une deuxième objection, qui est l'objection scientifique, qui nous a beaucoup frappé aussi dans notre enquête sur la contextualisation. Une donnée de recherche, notamment dans beaucoup de disciplines, notamment en géographie, par exemple en géographie sociale, en sociolinguistique, eh ben, elle est construite dans un certain type de contexte de recherche. Et ce contexte, on peut essayer de le décrire, certes, avec des métadonnées, avec des de choses, mais bon, on n'y arrive pas toujours. Joachim l'a dit lui-même ce matin, si je donne mes données, elles ne seront pas forcément réutilisables parce que les gens n'auront pas le contexte. Et donc, il y a une objection scientifique au partage des données qu'il faut prendre en compte, qui est extrêmement forte chez beaucoup de chercheurs, qui disent non, moi, mes données, je ne peux pas les partager. Je peux les partager avec quelques collègues peut-être, mais je ne peux pas les mettre en libre accès comme ça, parce qu'il n'y aura plus le contexte qui a présidé à leur construction, et donc elles n'auront aucun intérêt, ou bien elles ne seront pas réutilisables. Et il faut entendre cette objection. Il faut l'entendre. On ne peut pas dire que c'est des chercheurs qui ne veulent pas, qui sont contre le partage. Non, c'est plus compliqué que ça. Alors voilà, par exemple, un certain nombre d'extraits, je ne sais pas si on voit bien. Enfin, ça, c'est des extraits des entretiens, qui illustrent ça, avec les mots, des extraits d'entretien qui parlent du point de vue de plusieurs chercheurs. Hein. C'est le travail de recherche qui confère une valeur scientifique aux données. Les données sont une construction, etc. Bon. Donc là, encore une fois, je me permets vraiment d'insister parce que dans toutes les réticences nombreuses sur lesquelles je vais revenir après, ça a été la réticence la plus forte et pour moi la plus légitime des collègues. Alors l'objection de la contextualisation, voilà, donc en sciences du langage, quelqu'un qui travaille sur les interactions entre les pratiques langagières et les pratiques sociales, donc des entretiens sur la vie quotidienne, etc. Et donc le contexte, pour lui, il n'est pas partageable du tout, parce qu'il est lié à une situation précise, et donc on ne peut pas du tout le partager. Et en sociologie également, on a eu cette objection. Alors après, tout est question de rentrer dans le détail des pratiques et de voir à quel moment on peut décrire cette contextualisation avec des métadonnées suffisamment précises. Mais ce n'est pas du tout gagné, c'est pas évident. Hein. Ça ne se fait pas comme ça sur les claquements de doigts, c'est très très complexe. Rapport mutuel d'influence entre les données et les pratiques de recherche. Là aussi, c'est quelqu'un qui parlait aussi de l'évolution de ces pratiques avec des outils, cette fois comme GEFI, Paraview ou autre. Donc voilà, vous avez construit tout un appareil méthodologique qui permet de prélever des éléments, donc en aucun cas ce n'est donné, mais c'est construit. Voilà. Alors là aussi, cette idée qu'on a bien perçue, sur laquelle je vais revenir tout de suite, c'est la diversité des données et la difficulté à définir le moment où commence le traitement. À partir de quand je collecte, à partir de quand je traite, à partir de quand je produit la donnée. Tout ça est un continuum. Les chercheurs sont dans le flux. Et donc, nous, on arrive avec nos gros sabots, nos typologies, données sources, données machin, etc.
ça ne leur parle pas du tout. Donc ça ne leur parle pas, et là aussi on a eu beaucoup de mal, enfin on s'est rendu compte que la donnée de recherche, autant les chercheurs l'utilisent, c'est leur matière première au quotidien, autant ils ont beaucoup de mal à la penser, en fait, et à l'identifier, à la cerner. Et alors sur la complexité sémantique, sur le troisième type de complexité sémantique, là je redonne des définitions officielles, mais c'est intéressant parce que là il y a les deux définitions. Bon, il y a la définition canonique qu'on connaît bien, que Joachim a rappelé aussi ce matin, de l'OCDE, que moi je trouve très claire, d'ailleurs très bien. Hein. Mais il y a une autre définition que j'ai découverte très récemment, je ne sais pas si Joachim doit la connaître certainement, la définition de la directive du Parlement européen, du Conseil, donc concernant la réutilisation des informations du secteur public. 2018, c'est très récent. Et il considère que les données de la recherche, ce sont des documents. Ils donnent une autre définition des documents, hein, par ailleurs. Des documents se présentant sous forme numérique. C'est extraordinaire quand même. Définition officielle de l'Europe qui dit « les données de recherche, c'est forcément du numérique ». Ah bon? Alors quid de toute la documentation papier, tous les archives papier, tous les photographies papier, etc. Enfin, nous, on a vu des tas de chercheurs en sachet chez nous qui travaillent encore avec du papier. Et c'est tout à fait légitime. Je veux dire, en ALL, en ARLEF, etc., ils ne sont pas sur des bases de données numériques. Bon, donc là, je veux simplement pointer ça du doigt. Hein, voilà, cette variation dans les définitions, déjà, dans les définitions officielles. Alors, si on regarde du côté des chercheurs, je vous ai dit, les chercheurs, ils ont beaucoup de mal à nommer les données, et un terme qui nous a beaucoup servi, c'était le terme d'impensé. Ça a été dit par un chercheur lui-même. Il dit, oui, les données, c'est notre impensé. Et on a dit, tiens, ça c'est intéressant, les données, c'est l'impensé de la recherche. C'est quelque chose qu'on utilise, c'est comme le bocal pour le poisson rouge. Quoi. Le poisson rouge est dans son bocal, mais il ne peut pas penser son bocal. Une métaphore bien connue de la médiologie, on ne pense pas à notre environnement. Les données, les chercheurs, ils en bouffent toute la journée, ils sont dedans, ils ont les mains dedans toute la journée, mais sauf qu'ils n'arrivent pas à la penser. Et les spécialistes de l'IST qui arrivent avec une réflexion, avec une théorisation, une mise à distance des données de recherche, ils butent là-dessus sur ce décalage sémantique, définitionnel entre nos visions, la donnée source, données résultats, données chaudes, données froides, etc. Bon, données amont, données aval, données collectées, données produites. Tout ça, ça nous parle, on voit très très bien. Et moi, j'ai beaucoup utilisé la typologie de Joachim aussi, qu'il a lui-même repris d'un autre, je crois. Mais il faut bien reconnaître une chose, ça ne parle pas immédiatement aux collègues quand on leur parle de ça. Donc on s'est rendu compte qu'ils avaient du mal à rentrer dans nos catégories. Et je pense que c'est une leçon d'ailleurs de l'enquête. On a fait un travail aussi un peu réflexif sur notre propre enquête et on travaille à une évolution du questionnaire pour une généralisation. Je pense qu'il va falloir laisser les chercheurs définir eux-mêmes leurs données, donner eux-mêmes leur propre définition, qui ne sera pas du tout celle des spécialistes de l'IST. Alors, et puis bon, la très grande hétérogénéité des données de recherche également, ça je vais y revenir. Alors, complexité du partage, j'ai essayé de résumer cette complexité par une petite carte heuristique pour clarifier les choses. Bon. Donc, à partir de cette complexité initiale que j'ai essayé de montrer rapidement, sémantique, théorique, épistémologique, etc., si on parle du partage des données, on va retrouver évidemment toutes ces dimensions, la dimension épistémologique, la dimension scientifique, avec la question de la contextualisation, la dimension juridique extraordinairement forte, hein, quid du droit d'auteur, quid de la protection des données personnelles, thématique c'est évidemment énorme, mais aussi la diversité des pratiques. Donc, nous, ce qui nous a frappé aussi, c'est de voir quand même, tu l'as évoqué un peu ce matin, Joachim, le poids de ce qu'on appelait des écosystèmes. C'est-à-dire les chercheurs sont quand même dans leur discipline et les pratiques n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je veux dire, un chercheur en histoire qui travaille tout seul avec la documentation papier, sur les archives papier,
mais il est à des années-lumière d'un collègue en STAPS qui travaille avec des capteurs numériques sur le mouvement et qui est tout de suite dans le numérique et qui gère des téraoctets et qui est dans le collaboratif. Ils ont des approches de la donnée complètement hétérogènes. Et le chercheur en histoire, notamment, nous avait longuement expliqué que ces données de recherche, liées à son terrain, c'était quelque chose qu'il avait construit, qu'il avait mis des années et des années à construire. Et que donc il y tenait comme la prunelle de ses yeux, qu'il était hors de question qu'il le partage avec qui que ce soit, et que c'était son territoire. Bon. Et c'est un discours qu'il faut entendre. Ça ne veut pas dire qu'il est contre tout le partage, etc. Mais je veux dire qu'il faut aussi rentrer dans la représentation des pratiques scientifiques des chercheurs dans leur discipline. Et que c'est très difficile à partir de là, on verra les leçons de ça, c'est de dire tout le monde sous la même toise. Ben non, il y a des sacrés écarts. Donc il y a une diversité des pratiques. L'hétérogénéité des données, ça c'est bien connu évidemment, et puis je vais y revenir rapidement. Et puis ces difficultés sémantiques que j'ai évoquées. Alors, justement, sur la diversité des données de recherche en SHS, j'avance un peu. Donc voilà les catégories de données sources. Alors on avait cette typologie, données sources, données résultats. Bon, ça quand même, j'exagère un peu en disant qu'ils n'ont rien compris. Ici, ils ont quand même compris de quoi on parlait. Faut pas non plus donc voilà un peu les données sources. Je ne sais pas si vous voyez bien donc un petit peu alors sans surprise, je le passe rapidement. C'est les données textuelles évidemment qui sont majoritaires. REN2, ça c'est normal en SHS, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que plus de 80% des répondants ont dit qu'ils manipulaient plus d'un type de données. Donc il y a une variété des types de données, dans ce qu'on appelle les données sources, c'est-à-dire des données collectées. Alors, données numériques, on avait une question sur est-ce que les données sont nativement numériques ou bien non numériques ou numérisées. Et vous voyez quand même que les données non numériques, c'est quand même 45%. C'est quand même pas nul quand même, c'est important. Donc la part de la documentation papier, papier ou autre, est absolument considérable en SHS. Et donc la définition de l'Europe est quand même problématique. Alors après, et là on voit des différences entre les SHS où les données sont plutôt numérisées, majoritairement, et puis disons, ALL, art, lettres, langue, où les données c'est là que les données manipulées sont plutôt papier. Il y a quand même des différences. Ce qui est important aussi, c'est donc les données... On voit que les données nativement numériques, en fait, sont très réduites d'ailleurs, 10%, c'est-à-dire les données web, les données issues de capteurs, etc. Et les types de données produites, eh bien, c'est pareil. Bon, là, majorité de données textuelles, données graphiques, statistiques, audiovisuelles et 3D, un tout petit peu. Alors, sur l'hétérogénéité, je passe sur je ne vais pas vous abreuver de chiffres, sur l'hétérogénéité des données de recherche, on avait fait ce petit, là j'ai fait un copier-coller de l'enquête, un petit extrait des entretiens, donc des termes, des définitions, des exemples des données. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit, je vous laisse en prendre connaissance, on voit l'extraordinaire, c'est l'inventaire à la Prévert, les données manipulées par les chercheurs, vous voyez que ça va du matériau langagier, des interviews, des cartes, des vidéos, des pages de chat, des trajectoires de marche, des gens qui travaillent sur le mouvement, par exemple, des photos, des brochures, etc. Il y a de tout. Il y a absolument de tout. Des fragments de pierre, des données de type raster, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs, des données géographiques et autres. Et on va trouver un peu la même chose pratiquement dans les données produites. Donc, vous voyez, une très grande diversité de données produites. Alors, sur le partage des données, parce que c'est quand même le cœur un peu du sujet, ce qui nous a frappé, et c'est une des leçons fortes de l'enquête, c'est l'écart entre ce que disent les chercheurs, ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils font réellement.
entre les opinions, les représentations et les pratiques, pour dire vite. Et ça, cet écart, il a été frappant dans beaucoup de parties de l'enquête, mais particulièrement dans le partage. Alors par exemple, sur les opinions sur le partage, on a demandé, bon voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ces items? Je suis prêt à partager mes données de recherche avec les autres. Et vous voyez que là-dessus, oui, l'immense majorité est plutôt d'accord pour partager les données de recherche. Plus de 65% sont en faveur du partage. Donc opinion très forte, supérieure à Lille d'ailleurs je crois, sur l'appétence pour le partage. Après, sur les opinions, voilà, enfin, quelques extraits. Donc, après, quand on rentre dans le détail, bon, les gens c'est oui, mais. Oui, je veux bien partager, mais bon, mais après, la question, c'est partager avec qui, comment, etc. Enfin bon, ça ne me pose pas de problème à condition d'en être crédité, que cela fasse partie aussi, au même titre que la bibliographie papier, de l'évaluation, de l'estimation de la charge de travail. Ça aussi, on a. Une chose très très importante qui nous a sauté aux yeux, c'est le rapport affectif extrêmement fort des chercheurs avec leurs données. Et je ne vous parle pas aussi de toute la hantise de la perte et de toutes les questions de la sécurisation, parce que ce n'était pas l'objet de mon intention, mais il y a eu l'enquête il y a une grande partie de l'enquête sur le stockage, l'archivage, la sécurisation des données, c'est très 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 important. Donc voilà, sur le partage, les opinions. Alors après, on leur a posé des questions sur les représentations, c'est-à-dire quels sont pour vous les facteurs de frein et les facteurs d'incitation pour le partage. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit, on voit que c'est classé, donc vous voyez, par ordre du plus important au plus moins important. On voit bien que c'est le frein juridique qui arrive en tête, ce qui est parfaitement légitime et tout à fait normal, je veux dire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens en SHS qui travaillent avec des données personnelles et qui ne peuvent évidemment pas les partager comme ça. Alors après, il y a des réticences qui sont de l'ordre soit de la mauvaise foi, soit du fantasme, comme la crainte du plagiat ou le manque de temps. Bon, enfin, voilà, des choses qui sont liées plus ou moins aux facteurs internes, on va dire. Il y a les raisons scientifiques, donc c'est ce que je vous ai dit sur la contextualisation, 27% quand même. Et puis après, il y a des choses intéressantes aussi, le manque de connaissances, enfin, ce qu'ils ressentent eux-mêmes comme un manque de connaissances, un manque d'informations, parce que beaucoup de chercheurs ne connaissent rien, il faut le dire. Ils connaissent mal les procédures, les métadonnées, les plans de gestion de données totalement inconnus. 89% des gens ne les connaissent pas, ne savent pas ce que c'est qu'un plan de gestion de données. Alors ça va peut-être changer, maintenant que c'est obligatoire, je pense qu'ils vont en prendre très vite. Mais on a vu des raisons liées à la culture des données, à la culture de l'information. Alors, sur les facteurs d'incitation, en revanche, qu'est-ce qui apparaît en premier? Là, clairement, la visibilité. Se donner une meilleure visibilité à mes travaux de recherche, l'occasion de nouveaux contacts, de nouvelles coopérations, le souhait de voir se développer d'autres recherches à partir de vos jeux de données, oui. L'adhésion aux valeurs de libre accès, quand même, 40%, c'est pas nul non plus. Et puis on voit, les possibles retombées financières ne sont pas une incitation particulièrement forte en SHS. Ça, c'est sûr. Alors les pratiques, quand on arrive aux pratiques, c'est là où ça devient intéressant. Avez-vous déjà stocké vos données en libre accès sur le web? Eh bien, qu'est-ce qui arrive en tête? Non, et je ne le ferai pas. 30%. C'est clair. Alors, je l'ai fait une fois de temps en temps, 14%. Non, je n'y avais pas pensé. Enfin, et oui, régulièrement, ceux qui le font régulièrement, c'est 10% à peine. Donc on voit là qu'il y a un écart quand même assez saisissant entre l'opinion, je suis pour le partage, et puis la pratique, moi pour l'instant, je ne partage pas. On le voit aussi dans la question inverse, qui peut accéder à vos données? Personne. Pour plus de la moitié des gens. Ça, c'est très clair. Et même le groupe de travail, oui, quand même, 42%. Mais alors, tout le monde, 7%. Donc on voit qu'il y a du boulot quand même par rapport pour être dans le partage en libre accès sur les infrastructures nationales ou régionales, etc. On en est très très loin quand on voit les pratiques réelles.
Alors là, ce qui est ce qui était intéressant oui, je reviens juste ici sur la pratique. Avez-vous déjà stocké vos données en libre accès sur le web? Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait fait plein de croisements de variables, et on a vu par exemple que les professeurs choisissaient plutôt les archives ouvertes et les maîtres de conf plutôt les plateformes spécialisées, type réseaux sociaux. Les maîtres de conférences préféraient plutôt les réseaux sociaux académiques. Et les professeurs plutôt les archives ouvertes et les plateformes spécialisées. Bon, enfin, il y avait, ça, il faudra, je n'ai pas le temps de revenir, mais on a fait plein de croisements entre l'âge, le statut, le laboratoire, etc. Donc, il y a des nuances, Les variables ne sont pas massives, mais quand même, elles jouent un petit peu. Et il y a notamment la variable de l'âge qui est importante. On a vu vraiment des différences quand même sensibles entre les gens passés la cinquantaine et puis les plus jeunes. La mise en accès, les pratiques. Alors, avez-vous téléchargé les données d'autres chercheurs? Non, pas pour le moment, 35%, oui, au moins une fois, 24%, etc. Donc là aussi, on voit que les partages, ça reste quand même très enfin, voilà, il faut nuancer les choses. Et les supports de diffusion, si vous souhaitez diffuser vos données en libre accès, quel serait votre support principal? Ça aussi, c'est intéressant. Donc, majoritairement les archives ouvertes, et 41% sont sur les plateformes spécialisées, donc type infrastructure de données, etc. Sachant qu'en fait, dans la pratique, ils ne sont que 6 ou 7%. Donc là aussi, on voit l'écart entre l'opinion et la pratique réelle. Alors, 2 mots sur l'intégrité scientifique, puisque c'est ma nouvelle casquette d'aujourd'hui. Moi, je suis frappé d'une chose, à la fois sur un plan général, mais aussi sur un plan d'expérience très concrète, par les dossiers dont j'ai à m'occuper, de cette symétrie entre, d'un côté, le lien entre l'inaccessibilité des données et puis des problèmes, je ne dirais pas de fraude, mais de ce qu'on appelle dans notre jargon les PRC, les pratiques contestables de recherche, c'est-à-dire toute la zone grise qui ne sont pas la fraude scientifique pure et dure. La fraude scientifique, c'est fabrication, falsification, plagiat, ça c'est très minoritaire. Par contre, l'immense continent des problèmes, c'est ce qu'on appelle les pratiques contestables. Je peux vous faire un cours là-dessus, parce qu'on n'aura pas le temps, mais ça, là, il y a vraiment énormément de choses. Et c'est des pratiques très courantes. Eh bien, il y a un lien étroit, consubstantiel, entre les gens qui ont des pratiques contestables et le fait que leurs données soient totalement inaccessibles. Et puis de l'autre côté, les bonnes pratiques qui vont souvent avec, quand c'est possible, avec une libération des données, un accès au partage des données. Juste un exemple, tiré d'un cas concret d'un enseignant pour qui les données collectées ne sont même plus accessibles. Ce sont des données papier au départ, qui sont balancées ensuite, des recueils de statistiques faites à la main, et les données accessibles, on lui a demandé ces données, ne sont plus accessibles, elles n'existent plus. Donc impossible de revérifier tous les calculs, impossible de vérifier, on parlait de reproductibilité ce matin, impossible de faire une reproduction des expériences. Donc là on voit des problèmes de méthodologie très forts, et on voit une diversité des pratiques absolument ahurissante. Entre les gens qui vont sauvegarder leurs données comme si c'était bien le plus précieux, et puis d'autres qui s'en fichent complètement et qui balancent leurs données brutes. Donc il y a vraiment de tout dans la nature. Ce lien entre SO et IS, pour parler jargon, c'est-à-dire science ouverte, intégrité scientifique. Moi j'ai l'habitude de dire science ouverte et intégrité scientifique, même combat. Enfin, je pense que c'est vraiment 2 faces de la même médaille. Voilà un extrait du rapport Corvol. Le rapport Corvol, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le rapport fondateur de l'intégrité scientifique en France il y a 2 ans, qui a lancé vraiment toute la politique d'intégrité scientifique depuis 2016. Et Pierre Corvol, il expliquait très clairement le lien. Le fait d'avoir accès aux données brutes, c'est la possibilité de reprise, de réutiliser des données, les corpus. C'est le fondement de la preuve. Et nous, en tant que référents, on travaille là-dessus, quand il y a un problème, il nous faut les données. Et quand on ne les a pas, c'est embêtant.
la possibilité de déposer des données négatives aussi, ça c'est important, c'est de montrer des résultats négatifs. Ça n'a pas marché, mais quand même, je peux les montrer pourquoi, etc. Et toujours sur ce lien SO-IS, donc ça a été signalé, ça a été évoqué ce matin par Hans, donc sur le plan national pour la science ouverte, je n'y reviens pas. Il faut constater une chose, c'est que en SHS, eh bien, la psychologie, qui est une des disciplines la plus concernées par ces problèmes-là, juste un chiffre qui est sorti il y a quelques années, on considérerait que 60 à 70% des études en psycho ne sont pas reproductibles. C'est-à-dire qu'il y a une crise de reproductibilité absolument considérable en psychologie. Alors ça ne veut pas dire que tout peut être reproductible, hein, on est bien d'accord, mais quand on a 60%, 70% d'études qui ne peuvent pas être reproductibles, c'est quand même un souci, un vrai problème. Et donc les revues, et il y a une prise de conscience massive des éditeurs et des revues de psychologie qui imposent maintenant, alors surtout pour les revues américaines, qui imposent aux chercheurs de livrer leurs jeux de données, leurs datasets. Sinon, ils ne publient pas. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a un lien très étroit entre la description, le partage de données et l'intégrité scientifique. L'ANR, on en a parlé ce matin, je ne reviens pas. En conclusion, quelles leçons? Bon, on a confirmé donc, la complexité de ces données, je ne reviens pas là-dessus. Ce qui nous a frappé, c'est la transversalité de la question du stockage, de l'archivage et de la sécurisation. C'est-à-dire autant la question du partage, il faut y aller avec une prudence de sioux et savoir où on met les pieds, parce que les pratiques, les besoins, les réticences sont très divers. Et il faut entendre cette diversité. Autant, il y a une question transversale qui met tout le monde d'accord, c'est le besoin de sécuriser les données. À quelque niveau que ce soit, même des chercheurs qui ont des petits jeux de données qui tiennent sur une clé USB, et d'autres qui ont des jeux de données énormes qui nécessitent des gros serveurs. Il y a un énorme problème de sécurisation, d'archivage des données, et ça, on va essayer de faire avancer les choses à Rennes 2 là-dessus, avec la DSI. Et puis la troisième leçon, c'est cet écart donc, que j'ai évoqué là, entre les pratiques, les opinions, les représentations, notamment sur la question du partage. Quelles recommandations? Alors, dans notre enquête, on a conclu en faisant 6 recommandations politiques qui vont d'ailleurs, qui ont reçu un écho très favorable et qui vont, enfin je ne sais pas si elles vont être mises en place, mais il y a un groupe de travail de la direction qui va se mettre en place à Rennes 2, et puis qui va voir l'application. Alors on pourra utiliser aussi les recommandations de Joachim, parce que Joachim a fait une synthèse des 2 enquêtes et avec de nouvelles recommandations, et notamment quelque chose que moi, auquel je suis très sensible et que je suis tout à fait d'accord, c'est l'intérêt d'utiliser les projets de recherche comme levier, plutôt que de faire une politique ouverte, une politique commune à tout le monde qui est impossible, partir des leviers, des projets de recherche comme levier, ça c'est très important. Adapter les discours aux préoccupations des chercheurs, donc éviter les discours d'injonction sur le partage des données, parce que alors là, c'est le meilleur moyen de braquer les collègues. Surtout pas leur dire vous devez partager. Non, c'est pas comme ça. Et puis, décider du bon niveau d'une politique des données de recherche. Ça nous a frappé aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Il faut des politiques à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a des labos. Je donne un exemple très concret. Chez nous, une politique des données de recherche, ça peut être au niveau de l'établissement. L'établissement en tant qu'université a son rôle, bien sûr. Ça peut être au niveau du labo. Ça peut être au niveau interuniversitaire. On a des labos chez nous, comme ici, qui sont multisites et qui disent ben non, nous, l'établissement, on s'en fout. Nous, ce qu'on aurait besoin, c'est d'un serveur interrégional parce qu'on est 200 chercheurs sur 7 universités. Donc, voilà, nos besoins sont... Et donc, il faut décider, et c'est ça la difficulté, c'est du bon niveau d'une politique. On ne peut pas avoir la même politique pour tout le monde. Et puis, pour conclure vraiment, la question des cultures de l'information, moi, Hans a dit Julien l'a dit dans sa présentation, je m'intéresse beaucoup à la culture de l'information, aux cultures de l'information en général. Et ce qui nous a frappé dans notre enquête, quand même, c'est l'insuffisance des cultures de l'information chez les chercheurs. C'est-à-dire qu'il y a, je ne veux pas dire par là qu'ils sont bêtes ou autres, hein, c'est pas du tout ça, mais il y a une méconnaissance, simplement une méconnaissance des problématiques, des cultures de l'info au sens large, notamment des cultures de l'IST. Le libre accès,
pas toujours. Alors il y a des chercheurs qui sont parfaitement au point là-dessus et d'autres pour qui c'est totalement opaque. Hein. Quand je parle de culture, je parle de niveaux anthropologiques et perfectifs, hein, donc savoir les pratiques spontanées puis la réflexion. Et donc une culture de l'information, pour moi, c'est tout ça. C'est pas seulement des compétences, c'est aussi le regard critique, c'est le savoir-faire, etc. Et donc, il y a beaucoup de compétences. On ne mesure pas le nombre de compétences et de cultures nécessaires à une vraie maîtrise de la question des données de recherche. Il faut des compétences numériques de base, informatiques quand même, c'est parce qu'il y a une dimension technique très forte quand même, informationnelle bien sûr au sens large, la compétence disciplinaire bien sûr, mais aussi des compétences juridiques qui sont très peu courantes. On a été frappé du besoin d'ailleurs d'informations juridiques, de notions juridiques chez les collègues qui sont complètement perdus par rapport à la propriété intellectuelle, par rapport à ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire, etc. Et donc il y a beaucoup de cultures qui sont mixées, culture informationnelle de base, mais aussi une culture de l'IST, au sens où ça engloberait toutes les dimensions de l'IST. Et puis, pour terminer, une culture des données. Donc voilà une diapo que j'emprunte à la Fédération Internet de Nouvelle Génération, qui avait travaillé là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la data culture, la culture des données? Et quand on la regarde, on voit bien que rien que la culture des données, ben, elle englobe beaucoup de choses. Des connaissances en informatique, on l'a vu, en design, en culture numérique, en statistique, de lecture et d'écriture, la culture informationnelle, disons au sens classique du terme, l'infodoc si vous voulez, et puis le juridique. Donc vous voyez tout un mix de cultures. Et évidemment, ben, pour moi, un des enjeux essentiels de toute la lutte pour le partage des données, c'est ça, c'est de diffuser, renforcer, sensibiliser les chercheurs, enfin élever le niveau de ces niveaux de compétences et de culture. Tant que les collègues ne seront pas montés en compétences, en connaissances critiques sur ces questions-là, les choses ne bougeront, ont peu de chances de bouger. Ce n'est pas les discours d'injonction venus d'en haut qui vont faire changer les choses. Voilà, bon, je suis à peu près dans les temps. Ça va. Les références, ça c'est les références que j'ai utilisées. Et puis, alors pour accéder à l'enquête, voilà, donc vous cliquez sur ce lien, et là vous aurez tout. Et on a mis également nos données, alors pas les données brutes, mais nos données résultats, disons, de l'enquête. Les tableaux statistiques, on les a mis sur une application qui est en ligne, qui s'appelle Tableau Public, qui est très bien, qui permet de voir tous les schémas, etc. Voilà, bah, je crois que j'ai à peu près fini. Merci Alexandre. Et on a le temps de... Ça va, je sais pas... Je me permets de dire un petit mot avant de vous passer le micro pour les questions. Moi j'ai beaucoup apprécié je me suis beaucoup retrouvé en tout cas, et j'ai retrouvé aussi le projet qu'on essaie de porter ici aussi, dans l'aspect un peu, voilà, je trouve que ça sort du côté un peu lissant des humanités numériques, de stratégie SHS en matière d'open access, etc., où on a l'impression, on en parlait un peu à midi, hein, que les SHS arrivent une et unis face à ce type de choses. Et j'étais très heureux moi, de voir rejaillir comme ça les enjeux de différenciation en fait, disciplinaire qui sont forts, particulièrement forts, et de te voir nous inviter à leur accorder toute la place qui leur revient, et une place tout à fait légitime, et voilà, simplement dire que certaines disciplines valent une prévention vis-à-vis de l'open access, et qui repose en fait sur des fondements épistémologiques aussi qui sont assez forts et propres aux disciplines, et qu'il faut en tenir compte dans notre culture de l'information, justement. Alors je suppose que je ne suis pas le seul à avoir des questions. Si quelqu'un... Oui, Lise, non ? Merci pour cet exposé. Et est-ce que tu ne penses pas que l'Europe, finalement, ne donne pas cette définition liée au numérique et juste à cet aspect numérique pour ne pas avoir à numériser, finalement, ou sériser l'ensemble des autres données, et qu'elles veulent simplement que ce soit du natif numérique?
Alors, natif numérique ou oui, oui ou non numérisé ou numérisé quand même, ça peut être numérisé. Je ne sais pas la raison. Je connais pas suffisamment, je n'ai pas assez fouillé la question le texte de la directive et puis voir ce qu'il y avait derrière, voir c'est une directive qui est d'abord qui est sur l'open data au départ. Hein. Il y a une partie seulement très très réduite d'ailleurs sur les données de recherche. Bon. Peut-être que ceci explique cela, je ne sais pas. Moi, plus globalement, je dirais, mais c'est une hypothèse personnelle, je pense que chez les décideurs, à quelque niveau que ce soit, il y a une sorte de mythologie un peu du numérique, quand même. Tout le monde pense par et à travers le numérique, comme si le numérique était l'alpha et l'oméga de tout. Je veux dire, bon, et je pense que c'est un discours, que ce soit sur l'innovation numérique, la révolution numérique, la disruption numérique, etc. Bon, c'est un discours très idéologique quand même, qui imprègne quand même beaucoup de représentations, et donc, peut-être que les gens qui ont fait ça, ils ont tendance à ne plus voir la réalité autre que le numérique, sans voir justement cette diversité. Il n'y a pas que le numérique, les données de recherche, c'est pas que le numérique, c'est pas vrai. Et voilà, enfin c'est une hypothèse, je ne sais pas, après il faudrait fouiller, mais je suis frappé de voir... pourtant, je suis dans le numérique moi-même, c'est pas la question, mais il y a souvent une imprégnation de l'idéologie, je dirais, du discours idéologique sur le numérique. Je suis frappé de ça, qui est quand même très fort, partout, en Europe et en France particulièrement. Oui, ça allait dans le même sens, une sorte de méthodologie. Mais je voulais avoir ton avis, parce que moi, quand j'entends ça, je pense au contexte plus large, une mégadonnée, comme on dit aujourd'hui, des big data. Et qui explique pour moi aussi une partie de ce qu'on pourrait appeler aussi la décontextualisation des données de la recherche. Quand je regarde de ce qui se dit par rapport au big data, pour simplifier, c'est qu'il y a une tonne de données numériques, de données de toutes sortes, et toutes les données, donc que ce soit qu'importe, production, usage sur le web, et je ne sais pas, on met tout quelque part dans un réservoir, et puis après, on applique les outils, l'intelligence artificielle, et on sort des choses que les producteurs des données n'ont jamais compris, n'ont jamais vu, n'ont jamais anticipé. Est-ce que c'est pas ça, en fait, le modèle, appelons ça idéologique ou pas, mais le modèle, le cadre de pensée? Si. Tout à fait. Aussi, tu as tout à fait raison. C'est aussi ce mythe de la data-driven science, comme on dit, une science guidée par les données où il n'y a plus besoin de théorie, il n'y a plus besoin de problématique, il n'y a plus besoin de réflexion. Il suffit d'avoir des données massives, faire tourner des outils, puis on voit ce qui sort. Ce qui est, à mon avis, une illusion totale. Je pense que là, on va avoir c'est très critiqué, de toute façon, en sciences humaines, mais c'est un peu oui, c'est une vision très américaine aussi, très très américaine. Et c'est exactement ce sur quoi je voulais en venir justement après, c'est surtout sur cette opposition finalement entre données issues du qualitatif et les données issues du quantitatif. Le qualitatif est toujours beaucoup plus difficile à traiter justement par tous ces outils statistiques, visualisation, etc. Alors que la donnée quantitative, elle, finalement, est faite pour ça, presque. Tout à fait. Et quand on voit la pluralité, justement, des données, qu'elles soient produites ou données résultats, produits en SHS, on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir, quels outils, finalement, on pourrait utiliser pour traiter cette variété de données sans tomber dans juste un système de poids, d'occurrence textuelle. Je pense qu'il faudra aussi une pluralité d'outils, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas, comme c'est des données extrêmement diverses et variées, je ne crois pas du tout au mythe de l'outil unique qui passe toutes les données à la moulinette. Non, ça ne peut pas marcher comme ça.
Non, Et je pense qu'il faut distinguer les données par grandes catégories aussi, les données textuelles, dans le corpus, où là on peut faire des traitements, de text mining, etc. Bon, très bien. Données statistiques, c'est encore autre chose. Enfin, voilà, chaque type de données doit avoir ce type d'outils aussi, mais il y a des données qui ne sont pas numériques et qui n'ont... l'outil, ce sera l'être humain avec tout son cerveau et ses petits doigts. Et voilà. Et bon, je pense qu'il y a des choses qui échappent, et peut-être heureusement, à la numérisation généralisée du monde. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Et justement, je voulais poser la question de votre regard sur les entrepôts qui existent actuellement. Et dans votre présentation, il y a à peu près 40% des chercheurs qui disent avoir réutilisé des données. oui. Est-ce que vous avez un regard sur les entrepôts nationaux, par exemple, qui étaient liés des données d'enquête? On a parlé du Becquali tout à l'heure, Oui. la CALA, ou le grand entrepôt de l'ICPSR, qui est le seul certifié Oui. en Oui. sciences sociales et politiques. Quel est votre regard et est-ce qu'il y a de la réutilisation? Je ne suis pas du tout spécialiste dans les entrepôts. Joachim pourrait répondre beaucoup plus pertinemment que moi. Bon, je connais Humanu, mais je connais quelques entrepôts comme ça, mais je ne sais pas. Sur lui, vous voulez que je vous réponde sur l'utilisation? Je n'ai pas de données, c'est-à-dire de dire sur leur utilisation réelle ou pas. Enfin, sauf les quelques exemples que j'ai donnés à Rennes 2, mais qui sont très locaux. Après, il y a l'autre question dont on parlait à table. Est-ce qu'il faut un seul entrepôt national ou une multitude d'entrepôts fédérés par des moissonneurs de métadonnées? Moi, personnellement, mon penchant irait plutôt à la deuxième solution. Je pense qu'il y a une multiplicité d'entrepôts qui correspondent aussi à des besoins disciplinaires quand même très très variés. Bon, il y a des astrophysiciens qui ont leur grand entrepôt, dont je ne vais pas retenir le nom, à Strasbourg. Voilà, il y a des entrepôts en SHS, etc. Donc, il y a des entrepôts régionaux, il y a des entrepôts locaux. Enfin, je pense qu'il y a une telle diversité dans les données de recherche que je ne pense pas qu'un seul entrepôt puisse répondre à tous les besoins. Je ne crois pas. Je crois que c'est une utopie. Je pense qu'en revanche, ce qu'il faut, c'est travailler vraiment sur le I du faire, l'interopérabilité. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que les données soient toutes interopérables, qu'une donnée qui soit stockée à Montpellier, à Rennes, à Pétaouchnok soit reconnue, indexée, retrouvable, etc. Ça, c'est vraiment... L'enjeu est là, pour moi, plus que dans le stockage. Joachim a sûrement... Joachim, ça revient avec ce qu'il a dit? Oui, c'est par rapport à ça, oui. On vous redonne la parole. C'est juste une remarque par rapport à la question de l'entrepôt national. Regardez bien ce qui est marqué dans le plan national qui était présenté par notre ministre en juillet. Ce plan contient les deux niveaux, c'est le niveau thématique et disciplinaire, et un autre niveau, c'est une coordination, pilotage, je ne sais pas quel est le terme exact, mais je l'avais sur les diapos là tout à l'heure. Au niveau national, c'est-à-dire qu'il y a un réservoir national, chose que le ministère appelle les données simples. Je voulais te poser la question tout à l'heure, mais je me suis dit que ce n'est pas la peine, si ça te parle. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, données simples, mais c'est partie du plan national, cette question-là. Ah oui. Sachant que je crois que le ministère a en tête c'est les gens d'entrepôts comme Génodo, comme Fixer, Audriade, où on peut déposer facilement et sans formalité particulière, avec quelques métadonnées. D'accord, ah oui. Des tableaux, tout type de données. Oui, oui. Je crois que c'est ça. D'accord. Et je crois que ça va être instruit par le comité pour la science verte. Si ça va aboutir à quelque chose, c'est un développement au niveau national, comme dans certains pays, ou autre chose, c'est une instance Zenodo. D'accord. Non, juste pour conclure sur cette histoire d'entrepôt, ce qui est fondamental par contre, c'est de sensibiliser les chercheurs, de les informer, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ne sont pas très très bien informés comme dans l'ensemble sur l'existence même de ces infrastructures de recherche et de dépôt.
Beaucoup de chercheurs ne connaissent pas. Même Humanum n'est pas si connu que ça en SHS. Il y avait une autre question. J'ai une question. Oui. Alors, merci pour la présentation. Et donc, ma question, c'était plutôt sur les réactions des chercheurs par rapport à la diffusion de leurs données et de savoir si vous avez eu l'impression que peut-être une forme de retour, de partage pour les chercheurs pourrait les stimuler en fait, à diffuser leurs données, et si ça a été évoqué en fait en disant moi quel avantage j'ai à diffuser mes données, est-ce que en fait je peux poser des conditions et obtenir quelque chose en contrepartie, pas forcément de façon monétaire, hein. On n'est pas sur des avantages monétaires, mais est-ce que voilà, il y a eu des choses qui sont remontées Oui, il y a beaucoup de choses qui sont remontées, bon, mais là c'est dans l'enquête, et ce qu'on a vu là aussi c'est une diversité à la fois disciplinaire, il y a beaucoup de variations selon les disciplines, mais c'est aussi une diversité, moi ce qui m'a frappé, personnelle, c'est-à-dire ça, on a vu toutes sortes de réponses, quoi. Et c'est lié à la représentation que chacun a de son métier aussi, et donc on va trouver une énorme diversité. Il y a des chercheurs qui sont de plein pied dans le partage et pour qui ça ne pose aucun problème de partager, de récupérer, etc. Ils sont dans cette culture-là, et d'autres pour qui c'est une culture qui est totalement étrangère, à qui ne vient même pas l'idée qu'on puisse partager les données. C'est une aberration. Donc voilà, il y a beaucoup de différences, et c'est pas seulement, j'insiste là-dessus, c'est pas seulement lié à la discipline, parce que ça pourrait encore enfermer les gens dans des catégories, en disant, voilà, tous les historiens sont contre le partage. Non, j'ai vu plein d'historiens qui sont pour le partage. Bon. Puis des sociologues qui sont plutôt contre. Donc c'est pas... Il y a le primat de la discipline qui joue beaucoup, c'est vrai, sur les pratiques, parce que ça conditionne, mais après il y a toute la gamme je dirais, individuelle. Et ça dépend beaucoup aussi, ça m'a frappé, de la culture numérique des gens, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont habitués ou pas, par exemple, à travailler de façon collaborative ou autre. On trouve des liens, il y a des gens qui sont dans le collaboratif, qui utilisent des outils de partage, ça commence par Google Drive, un truc aussi bête que Google Drive. Ils ont une autre vision du partage des données. Et puis d'autres qui sont complètement individuels. Donc c'est difficile de vous faire une réponse unique, en fait. C'est impossible. Ça par rapport à certains chercheurs qui aujourd'hui considèrent que l'open data strict, c'est finalement donner sans retour, alors qu'il y a d'autres mouvements qui naissent, sans dit plutôt faire. Oui. Là, il y a un échange, par exemple, sur le type d'utilisation, de savoir ce qui va être fait avec les données, pour quel type de projet. Oui. Si jamais, peut-être être associé si des recherches peuvent être intéressantes pour le chercheur. Enfin, on voit qu'il y a de plus en plus de volonté, d'initiative, de motiver. Oui, je suis passé un petit peu vite là-dessus, mais dans les incitations au partage, c'était un des facteurs, un des items, je ne sais plus comment on avait formulé ça, l'entraînement de d'autres projets de recherche. Je crois et ça intéresse beaucoup de gens quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu à ça. Mais j'ai plus les chiffres, il faut que je retrouve. Il y a l'occasion de nouveaux contacts, de nouvelles coopérations, donc les gens sont quand même favorables à ça. Oui, tout à fait.